Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur le plateau de Demain s'invente. Aujourd'hui, l'émission spéciale de Big Media à l'occasion de cette nouvelle édition de Vivatech. Et pour cette première table ronde consacrée à l'impact de l'intelligence artificielle sur l'économie des startups, j'ai l'honneur d'avoir à mes côtés trois invités de marque. À commencer par Lucie Finet, bonjour. Bonjour. Lucie Finet, vous êtes directrice adjointe de la mission French Tech. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre rôle ? Oui. À la mission French Tech, nous sommes l'administration rattachée au ministère de l'économie, en charge de soutenir et d'accompagner la croissance de l'écosystème français de start-up en France et à l'étranger. Et mon rôle, c'est vraiment, avec Julie, notre directrice, de manager l'équipe, faire avancer les projets, améliorer les politiques publiques en faveur de notre écosystème. Très bien, merci. Je me tourne vers Inès Korachi. Bonjour. Bonjour Inès. Inès, vous êtes Chief Business Officer de la startup Kiro. Après notamment avoir été directrice commerciale chez Google France. Qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre cette startup ? Bonjour à tous. Écoutez, j'ai rejoint Kiro en janvier parce que je trouve que la mission est formidable. C'est démocratiser l'intelligence artificielle et la rendre accessible au plus grand nombre autour d'une problématique qui nous concerne finalement tous, la santé. Donc on est une start-up d'IA en biologie médicale française. Je vous en dirai plus dans quelques temps, mais moi ce qui m'a toujours convaincue, c'est la puissance de la technologie. Et c'est vrai que mettre cet outil formidable au service du plus grand nombre sur un enjeu de santé, c'est vraiment quelque chose de très très enthousiasmant. Voilà. Merci beaucoup. Et pour finir, nous avons le plaisir de recevoir également Laurent Daudet. Bonjour. Bonjour Laurent, vous êtes cofondateur et CEO de LightOn. Laurent, vous êtes plutôt issu du monde académique puisque vous êtes professeur de physique avant toute chose. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous retracer cet itinéraire qui vous a conduit du monde de la recherche à celui des startups ? Oui, effectivement, c'est un parcours qui n'est pas forcément évident. Moi, je faisais de la recherche d'une façon très académique et mon but, c'était de sortir des papiers de recherche. Et puis un beau jour, en collaborant avec Igor Caron, Laurent Jacala et Sylvain Gigant, on s'est rendu compte qu'on avait inventé une nouvelle façon de calculer. Et c'était aux alentours de 2015-2016, au moment où l'IA était en train de changer. L'IA, il y avait des problèmes beaucoup plus gros qui arrivaient. Et on s'est dit, si on veut avoir de l'impact, ça ne sera pas un papier de recherche qui fera de l'impact. Ça sera via une start-up. Du coup, on a déposé un brevet et puis on a commencé tout le processus de valorisation et qui nous a amené à LightOn. Après, au départ, on était parti sur cette techno de calcul. Et à partir de 2020, on s'est mis sur l'IA générative à ne faire plus que du software. Nous allons y revenir. En tout cas, merci à tous les trois pour cette présentation. Et pour rentrer dans le vif du sujet, voilà, nous sommes ici pour parler d'intelligence artificielle. À titre individuel, qu'est-ce que l'IA a changé dans vos vies, vous trois ? Et est-ce que vous avez peut-être en tête un moment précis ou une anecdote, ou en tout cas un cas d'usage voilà, qui illustre un peu ce tournant de l'intelligence artificielle ? Inès, peut-être pour commencer. Je pense qu'il y a eu un véritable tournant il y a quelques temps quand ChatGPT est arrivé dans les mains de tout le monde et que tout le monde s'est mis à jouer avec, à interagir avec une IA générative dans un cadre professionnel et personnel. Ce qui est marquant dans ce moment-là, je trouve que c'est vraiment le fait que tout le monde ait eu accès quasiment en même temps à une technologie finalement qui jusque-là était restée assez confidentielle. Et c'est là qu'il y a un réel changement. Dans les cas d'usage, alors je vais vous parler de Kiro forcément. Donc l'IA en santé, qu'est-ce que ça veut dire ? Nous, la mission, c'est de rendre les informations de résultats d'analyse de sang intelligibles et compréhensibles et actionnables pour le patient. Donc qui a déjà vu des analyses de sang, des résultats d'analyse de sang comprendra de quoi je veux parler. Et c'est vrai que rendre intelligible, c'est la première étape avant de rendre actionnable. Et c'est vrai que l'IA nous permet, en personnalisant les profils, en personnalisant les parcours, de pouvoir donner des recommandations à chacun et à chacune pour pouvoir comprendre et devenir acteur de sa santé. De la même manière, côté médecin, ce qu'on va proposer, c'est une aide à la prescription et du coup permettre au médecin de gagner du temps et de gagner en pertinence dans sa prescription. Donc voilà, donc ça c'est des cas d'usage très très concrets qui font qu'aujourd'hui on arrive à avoir une plateforme qui a 8 millions d'utilisateurs, 300 000 qui se connectent tous les mois. Voilà, on arrive à avoir beaucoup de traction là-dessus parce que je pense que c'est on répond à un vrai besoin avec un outil qui est formidable et accessible. Voilà.
Merci. Et vous, Lucie, est-ce que vous avez justement en tête un exemple ou on dirait un moment où vous avez senti qu'on était dans ce virage, vraiment qu'on avait pris ce virage de l'intelligence artificielle? Je pense que, comme le disait Inès, vraiment l'arrivée de ChatGPT et que ça soit accessible au grand public, ça a créé vraiment une rupture dans l'esprit des gens. Et puis je pense qu'il y a eu un deuxième moment très fort, ça a été celui au moment du sommet pour l'action pour l'IA qui a eu lieu à Paris, où vraiment aussi le président Macron a pris la parole sur ce sujet à une heure de grande audience à la télé, avec aussi des startups de la santé comme Wondercraft, un exosquelette qui permettra aussi de résoudre des problèmes qui nous touchent toutes et tous. Je pense qu'il y a aussi des entreprises comme Akemia qui développent des nouveaux médicaments, et je pense qu'il y a eu vraiment une prise de conscience sur le fait que ça pouvait changer les vies. J'ai un chiffre que j'aime vraiment bien qui dit que 53% des Français aujourd'hui ont peur de l'IA, mais quand ils utilisent, ça descend à 20%. Donc il y a vraiment aussi un enjeu de démystifier pour montrer que c'est une opportunité incroyable pour nous tous dans nos vies personnelles et professionnelles. Il y a un enjeu d'accoutumance. Et vous, Laurent, quand est-ce que vous avez vraiment pris ce virage de l'IA? Alors, pour moi, le vrai moment de la vraie épiphanie sur l'IA, c'était, moi je le date de mai 2020, quand on a vu arriver GPT-3. Et GPT-3, ce qui est la base sur laquelle a été construit ChatGPT. Jusqu'à présent, on avait fait beaucoup de veille, on avait vu arriver les générations précédentes, GPT-1, GPT-2. C'était bien, c'était anecdotique, c'était rigolo, ça générait du texte, mais ça restait un peu un jouet. Et GPT-3, on s'est pris une claque, vraiment, quand on a vu arriver ce truc-là, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est la première fois, je dirais même dans l'histoire des technologies, là, que c'est de l'histoire de l'IA, que c'est les IA qui savent faire des tâches pour lesquelles elle n'a pas été explicitement entraînée. On demande à GPT-3, fais-moi un post LinkedIn. Il n'y a pas eu, on ne lui a pas montré 10 000 posts LinkedIn en disant c'est un post LinkedIn, etc. Donc ça aussi, c'est complètement fou, quoi. Une IA qui sait faire des choses qu'on ne lui a pas appris à faire, hein, c'est une vraie rupture. La deuxième rupture, c'est pour nous, en tant que techniciens de l'IA, c'est l'IA qui nécessite des super ordinateurs pour les entraîner aussi. C'était aussi le monde des supercalculateurs a été réservé à des calculs pour la météo et des trucs comme ça. Et tout d'un coup, bing, l'IA devenait utilisatrice principale. Et maintenant, les superordinateurs sont conçus pour l'IA avant tout et font aussi sur le côté des petits calculs pour la météo. Et la troisième chose, ça on l'a dit, c'est que c'est une IA qui sort du monde des spécialistes, quoi. C'est plus une IA qui s'utilise, qui se programme en Python ou en C. C'est une IA qui se programme en français et en anglais. On l'utilise dans la prompt, comme on dit, en langage naturel. Et du coup, on passe du petit monde des spécialistes d'IA, des 200 000 ingénieurs en IA experts en deep learning, à 8 milliards d'utilisateurs potentiels sur toute la planète. Oui, c'est énorme. Et donc, pour mieux justement comprendre l'impact de l'IA sur l'écosystème des startups aujourd'hui, faisons un peu la lumière sur le contexte économique dans lequel on se trouve. Selon les économistes, cette technologie aujourd'hui boosterait la croissance de la France d'au moins 1,3 point de PIB par an d'ici 2034. Lucie Finet, en tant que directrice adjointe de la mission French Tech, en quoi soutenir les entreprises françaises de l'IA est aujourd'hui vital pour notre souveraineté économique et numérique? Je pense que dans le contexte géopolitique dans lequel on est aujourd'hui, c'est essentiel qu'en tant qu'Européens, je dis bien en tant qu'Européens, on construise la possibilité d'avoir le choix. C'est pas dire on ne prendra pas les solutions extra-européennes, c'est au moins on peut choisir. Et donc je pense que c'est vraiment aussi dans cette logique qu'il y a eu tous ces investissements qui ont été annoncés pour construire des infrastructures. Cette semaine encore, les annonces entre Nvidia et Mistral. Et puis nous, à notre niveau, à la French Tech, c'est bien sûr soutenir les plus de 1000 startups dans le domaine de l'intelligence artificielle. La France est aussi le premier hub au niveau européen à capter tous les investissements à destination des startups comme Kiro et Lighton en sont de très beaux exemples aujourd'hui. Et donc, pour nous, c'est vraiment essentiel de soutenir ces startups, cet écosystème IA, pour que justement, demain, on puisse créer, comme le dit la ministre, une troisième voie d'une IA européenne frugale, éthique et voilà. Et bien justement, pour continuer sur ce propos et en parlant de souveraineté, une enquête de la Direction générale du Trésor de décembre 2024 met en exergue le fait
qu'il y a aujourd'hui une dépendance vis-à-vis des leaders mondiaux de la tech qui disposent d'un quasi-monopole sur notamment les intrants nécessaires au développement des systèmes et des services d'IA. Je voulais commencer par vous, Inès, qui connaissez bien ces géants du numérique que sont Microsoft et Google, par exemple. Quand on est une jeune pousse comme Kiro, quelle est, selon vous, la stratégie à mettre en place pour vraiment pouvoir se faire une place sur ce marché? Combien de temps? Non, mais... Temps, écoutez, c'est vrai qu'on a une spécificité peut-être française. Et Lucie en a parlé aussi un petit peu. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut en France pour faire émerger des champions d'IA. Il y a un vivier de talent, il y a un niveau de formation académique qui est très bon, il y a un vivier d'ingénieurs qui est assez hors du commun. Et donc, je pense qu'on avait besoin d'un petit coup de pouce pour faire émerger cet écosystème start-up-là. C'est vrai que les entreprises tech américaines, et moi j'ai travaillé chez Microsoft à l'ouverture du premier accélérateur de start-up, Microsoft Venture, dans le Sentier, c'était il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Il y a un écosystème français qui est très riche et qui est très propice à la création d'entreprises. Donc ça, je pense que c'est un point de départ qui est très fort sur lequel... Je trouve que les initiatives du gouvernement sont très puissantes pour venir capitaliser et aider à se développer. Ce qui était intéressant à ce moment-là, je pense que c'est une histoire aussi de culture, d'entreprise et de mindset, et de penser tout de suite la société qu'on va créer pour qu'elle soit globale et pour qu'elle puisse passer à l'échelle. Et qu'on ne se dise pas, bon, bah alors je vais m'attaquer au 8e arrondissement de Paris, et puis après je ferai l'Île-de-France, et puis demain je ferai la région PACA. Donc en fait, je pense qu'il y a vraiment ce shift aussi culturel de penser tout de suite une société avec une dimension globale, avec un marché accessible et adressable qui ne soit pas que celui de la France. Et je pense que c'est une des composantes du succès des startups, et je pense que c'est aussi l'élan qu'a donné le gouvernement avec tous ces programmes-là qui ont contribué justement à exporter et à faire grandir le marché adressable potentiel pour des startups françaises. Donc je pense que cette notion de scalabilité et de pensée globale dès le démarrage, elle est très très importante quand on se lance. Et Laurent, vous, qu'est-ce que vous en pensez justement de cette question de la souveraineté vis-à-vis des géants de la tech aujourd'hui? Comment vous vous positionnez là-dessus? Oui, alors la souveraineté, c'est vrai que c'est un peu un mot valise qui est employé, qui veut dire beaucoup de choses à la fois. Ça peut vouloir dire des choses, d'abord une souveraineté sur la technologie, sur le cœur technologique. On parle quand même effectivement de choses que j'avais dit tout à l'heure, qui nécessitent des superordinateurs. Enfin, c'est assez compliqué à développer cette technologie, et ça va très très vite. Donc c'est souveraineté sur toute la chaîne de traitement, fabriquer ces LLM, fabriquer les couches qui vont au-dessus, savoir les déployer, etc. Donc souveraineté sur la tech, et une souveraineté sur le déploiement aussi, effectivement, se dire que il faut pouvoir déployer ces IA génératives sur des clouds qui soient européens, qui ne soient pas soumis au Cloud Act, par exemple, pas forcément envoyer toutes ces données sur les serveurs qui soient à Palo Alto ou à Shenzhen. Donc souveraineté de déploiement. Il y a une souveraineté économique aussi, parce que finalement, quand on paye au token, finalement, on parle de transfert d'argent absolument massif. On parle de points entiers du PIB de pays qui peuvent être accélérés par l'IA générative. Donc là, on parle de milliards, et potentiellement, c'est extrêmement important que tous ces milliards n'aillent pas dans la poche des Américains. Enfin, il ne s'agit pas d'être contre les géants du numérique américains. Il s'agit de dire qu'il y a une part qui doit être faite aussi avec les acteurs européens, les acteurs français. Et enfin, il y a aussi une souveraineté de valeur, comme on dit, puisque ces IA ne sont pas neutres. Les IA doivent avoir plus du français dans leur corpus d'apprentissage, raisonner comme nous, on raisonne chez nous, ce qui n'est pas forcément la même façon de raisonner. Ce n'est pas la même façon de faire du droit, par exemple, entre le droit anglo-saxon et le droit français. Donc c'est assez important finalement aussi qu'il y ait des IA qui soient développées chez nous pour refléter notre façon de penser, de faire du business et de faire société plus généralement. Tout à fait. Et pour justement approfondir cette question de l'investissement, de nombreux investissements ont été annoncés allant dans le sens d'une stratégie nationale pour l'intelligence artificielle. J'aimerais avoir votre retour à la fois du côté de la French Tech, mais aussi du côté des startups.
sur le financement des startups, notamment au démarrage. J'aimerais bien avoir votre point de vue là-dessus, sur la différence par exemple entre le démarrage et la scalabilité, le passage à l'échelle. Quelles difficultés vous identifiez, le levier de croissance, etc. Est-ce qu'on peut parler de ça? Peut-être vous pouvez commencer. Je vais répéter la question pour être plus clair. Quels sont les investissements aujourd'hui pour les startups qui se lancent dans l'intelligence artificielle? Alors aujourd'hui, je pense que les startups qui se lancent dans l'intelligence artificielle, à la fois, il y a énormément de startups qui se lancent, donc la concurrence est rude et on sait quand même que l'écosystème de financement n'est pas forcément le même qu'il y a quelques années où voilà, l'ère de l'argent facile est terminée, si je puis me permettre, même si, bien sûr, il y a encore des financements. Mais justement, quand on est dans l'intelligence artificielle, on voit que c'est là que sont fléchés la plupart des investissements. Donc, il y a vraiment de quoi aller chercher. Je pense qu'en Europe, on a la chance d'avoir un écosystème sur tout ce qui est amorçage, série A, série B, où il n'y a pas de souci. On arrive à se mobiliser. C'est pour le démarrage, ça va. Mais l'enjeu, il est vraiment quand on passe à l'échelle, quand on veut scaler, quand on veut s'internationaliser. Et c'est là où je pense que collectivement, on doit travailler pour réussir à accompagner. Mais je trouve que Lighton est un excellent exemple d'avoir réussi à conserver sa souveraineté européenne en allant chercher des financements différemment aussi que par les levées de fonds classiques auprès des fonds américains. Peut-être que vous pouvez compléter justement sur ce point. Oui, alors sur ce point, effectivement, pour nous, c'était une grande question qu'on s'est posée sur comment financer notre croissance de passage à l'échelle. Et, on avait des discussions avec des fonds VC plus classiques pour une série A. Et en fait, on a fait un choix un peu original d'aller en bourse. C'était un choix qu'on a fait aussi pour maintenir notre indépendance. C'est vrai que on a vu dans le passé, il y a des boîtes super belles comme Dataiku, Hugging Face qui sont des très belles réussites, des boîtes qui ont été créées en France, mais finalement qui sont allées lever des capitaux aux États-Unis et qui sont maintenant devenues principalement des boîtes américaines, il faut dire. Super ce qu'elles font, mais nous, on s'est dit, faisons le pari qu'on est capable de trouver des capitaux en France sur ce type de technologie. L'IA générative, les gens en ont entendu parler. C'est important. Si vous avez envie de mettre votre argent sur l'IA générative, il n'y a pas beaucoup d'endroits. Hein. Vous achetez des actions Nvidia, mais encore vous financez les États-Unis. Mais sinon, voilà, c'était une opportunité. Et donc voilà l'opération qu'on a d'introduction en bourse qu'on a bouclée le 26 novembre dernier a été un succès, notamment été un succès auprès des investisseurs particuliers, le retail comme on dit. On a 6000 petits investisseurs maintenant, on a 6000 personnes à notre capital, ce qui comporte d'autres contraintes aussi, mais c'est aussi une voie intéressante et on a été très content du retour qu'on a eu des investisseurs particuliers. On rencontre d'autres types d'investisseurs que quand on discute qu'avec les VC. Tout à fait. Et vous, Inès, justement, sur le financement de Cairo, dans l'occurrence, comment ça s'est passé? Alors, Kiro, on est juste post-série A. Donc on a levé une série A et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir le gouvernement français au capital à travers la BPI qui est investisseur aux côtés de Sophie Nova et de Kurma. Donc voilà, on a privilégié la piste plutôt VC mais plutôt locaux avec notamment l'investissement de la BPI France qui continue d'ailleurs, je pense, et qui va se renforcer dans les années qui viennent. Voilà, qui ne nous empêche pas du tout de se penser comme une entreprise qui va se développer à l'international, bien au contraire. Je pense que c'est Je pense que BPI est vraiment aussi un acteur essentiel dans le succès de cet écosystème. Voilà. Si on a 1000 startups IA aujourd'hui en France, c'est en grande partie aussi grâce à BPI qui se mobilise pour financer à différentes étapes de l'amorçage très petit à quand même des fonds comme BPI Large Ventures qui mettent des gros tickets. Donc vraiment, je pense qu'on a beaucoup de chance aussi en France d'avoir un acteur comme BPI qui peut financer. Oui, tout à fait. Et je voulais peut-être parler même vraiment de l'impact de l'IA, cette fois-ci sur la vie de l'entreprise elle-même, parce que voilà, l'IA transforme les produits, mais elle transforme aussi les processus opérationnels, j'imagine, et le modèle économique des startups. Chez Kiro et Lighton,
Est-ce que vous utilisez l'IA, par exemple, pour améliorer certains processus en interne? Comment ça s'est passé avec vos collaborateurs au niveau de l'acceptabilité? Est-ce que vous avez eu besoin d'organiser des sessions de formation, par exemple? Dites-moi plus sur l'intégration de l'IA dans vos process et dans la vie de l'entreprise. Vas-y. Alors c'est intéressant parce qu'on a eu un town hall récemment avec tous les key roles et on a justement parlé de cette notion d'IA et d'adoption de l'IA. Bon, je pense que on l'a déjà dit, c'est une révolution, on n'a jamais vécu quelque chose de cette ampleur-là et je pense que la nouveauté quelque part, c'est que c'est une démarche assez individuelle de chacun et chacune qui se prend en main, qui va trouver les bons outils, qui a cette curiosité qui l'anime et qui va chercher quel outil il ou elle va pouvoir utiliser pour accomplir ses tâches au quotidien. Donc je pense que la nouveauté, c'est que vraiment on est dans une démarche d'apprentissage permanent avec des personnes qui deviennent acteurs finalement du choix de leur outil. Donc c'est super, il y a beaucoup d'énergie. On parlait tout à l'heure avec Laurent des gains d'efficacité que ça pouvait générer. Et c'est vrai qu'on pense notre travail très différemment quand il s'agit de faire une campagne marketing, une campagne commerciale. Peut-être tu parleras peut-être un peu plus du côté tech ou dev, mais bon voilà, chaque métier est impacté. Maintenant, il y a un cadre. Voilà, donc citer Peter Parker avec le pouvoir de grande responsabilité. Voilà, le pouvoir appelle de grande responsabilité, et c'est vrai qu'il faut quand même garder en tête la conformité et le cadre réglementaire dans lequel on se situe. Donc nous, on a une charte IA en plusieurs points, avec à la fois un grand niveau d'autonomie laissé aux personnes, mais un engagement collectif, parce que c'est la pérennité de la société, parce que c'est la crédibilité de la société, c'est toute la conformité qui va avec notre activité qui est en jeu. Et une démarche collective aussi, parce que je pense qu'il faut échanger et apprendre les uns des autres. On ne devient pas super prompt engineer du jour au lendemain. Donc je pense qu'il y a cette démarche aussi d'apprentissage ensemble qu'on cherche à favoriser chez nous. Et chez Lighton, comment ça se passe du coup, cette accoutumance à l'IA? Oui, effectivement, l'adoption de l'IA en interne, c'est un peu notre raison d'être. Je dirais les premiers qui ont utilisé l'IA chez nous, c'était nos développeurs qui utilisent l'IA pour gagner du temps. Ils disent 20-30% de productivité gagnée, ce qui est énorme. Donc ça, c'est clair que pour eux, c'est assez naturel. Après, il y a eu les gens du marketing qui font leur post LinkedIn avec beaucoup d'IA. Et ça, c'est assez évident. Et non, ce qui est très important aussi, c'est que nous, comme on est finalement, on propose une solution d'IA générative pour les entreprises, il faut qu'on soit les premiers utilisateurs de notre propre IA. Alors, ce qu'on fait, on a un mode de travail qui est assez, avec pas mal d'ingénieurs qui travaillent en full remote, qui sont un peu partout en France, et même quelques-uns à l'étranger. Et tous les 2-3 mois, on se réunit tous à Paris et on fait un hackathon interne en utilisant nos propres outils. Et du coup, ça, c'est assez génial. On fait des équipes très transverses où on met c'est souvent des types malheureusement, mais un type de R&D, une personne de dev, une personne commerciale et puis une personne plus dans les fonctions support. Et comme ça, il y a plusieurs équipes et on se fait une mini compétition interne, un petit friendly hackathon où on essaie de développer des outils internes. Alors, le genre d'outils qu'on a développé, c'était comment faire en sorte pour que quand je rentre de vacances, je ne sois pas assommé avec 374 messages Slack à ingérer, et qui est des trucs qui fait des résumés des chaînes Slack les plus pertinentes pour moi. Voilà. Ça, on embarque tout le monde dans l'aventure. Je me tourne vers Lucie. Aujourd'hui, un programme comme Je choisis la French Tech vise justement à renforcer les achats auprès des startups comme Kiro et Lighton, de la part notamment des grands groupes. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ce programme et en quoi il permet de dynamiser cet écosystème des startups aujourd'hui? Oui. Le programme Je choisis la French Tech a fêté hier ses 2 ans, parce qu'il a été lancé en 2023 à Vivatech. Et vraiment, ça part du constat qu'aujourd'hui, la priorité numéro 1 pour les startups, c'est la commercialisation, avant même le sujet du financement et de l'internationalisation. Et donc,
on s'est dit que nous, l'État, c'était vraiment notre rôle de décloisonner les grands groupes, les acheteurs publics et les startups en mettant tout le monde autour de la table pour se rencontrer, apprendre à se connaître, démystifier et in fine créer des contrats qui sont mis en valeur pour faire un peu effet boule de neige. Donc le bilan à 2 ans, c'est plus de 600 entreprises engagées et hier on a annoncé que 10 grands groupes s'engageaient à dépenser entre 2024 et 2026 1 milliard d'euros d'achat auprès des startups. Et ce qu'on voit, c'est que en fait, justement, l'émergence de l'IA générative, notamment la prise de conscience par les entreprises que c'était essentiel de l'intégrer à la fois dans une logique de compétitivité de produits, mais aussi d'attractivité des talents, parce qu'on voit aussi que aujourd'hui, les jeunes diplômés regardent si les entreprises intègrent l'intelligence artificielle et choisissent aussi en fonction de ça. Donc c'est double peine, hein. Si jamais vous n'avez pas d'IA, vous ne recrutez pas les meilleurs qui vont chez vos concurrents qui, eux, sont plus compétitifs. Donc vraiment, il y a une prise de conscience qu'il faut faire de l'IA et c'est un formidable vecteur pour justement que les grands groupes et les acteurs publics se tournent vers les startups parce qu'aujourd'hui, c'est quand même, il y en a beaucoup qui proposent des innovations qui permettent d'intégrer facilement, je pense bien sûr à Lighton, à Age, à Mistral AI. Et donc voilà, je pense que c'est un formidable accélérateur aussi de coopération, collaboration entre startups et grands groupes. Et justement, de votre côté, qu'est-ce que vous avez tiré comme bénéfice du programme French Tech Je choisis la French Tech. Qu'est-ce que ça vous a apporté à la vie de l'entreprise ? Ouais, effectivement, le programme French Tech, ça donne cette visibilité dont on a besoin, comme il vient d'être dit. Et c'est vrai que nous, en tant que start-up, je dirais que c'est... Les subventions, c'est bien, mais la commande, c'est mieux, en fait, que ce soit la commande publique ou privée. On a besoin de montrer avant tout qu'on a du chiffre d'affaires et du coup, c'est extrêmement important d'avoir ce type de canaux juste pour se faire connaître, que les gens ne choisissent pas parce qu'on est French Tech, que les gens nous choisissent parce qu'on a des bons produits à la base et qui soient demandés, mais au moins qu'il y ait des canaux d'accès, que la commande soit facile aussi, parce que c'est pas toujours facile pour les acteurs publics. On voit qu'ils sont contraints par des histoires de marché, etc., de faire discuter avec des startups et passer commande. Donc que tout ça soit simplifié, c'est des choses qui nous aident certainement. C'est vrai que la priorité, j'allais dire l'obsession d'une startup, c'est de trouver son modèle économique et qu'il soit viable. Et que l'investissement c'est bien et la subvention, comme tu dis Laurent, c'est bien, mais la commande c'est mieux puisque c'est du chiffre d'affaires finalement qui va nous servir à investir dans des recrutements, dans de la croissance, dans des ressources. Donc c'est vraiment amorcer une pompe qui va permettre à des entreprises de croître, à des emplois d'être créés et apporter de la valeur à beaucoup d'institutions, d'usagers, d'utilisateurs en France et ailleurs. Et c'est vrai qu'on a besoin finalement, ce chiffre d'affaires, c'est du chiffre d'affaires qui va nous servir à investir toujours plus dans nos produits, toujours plus dans nos solutions, dans la recherche et dans le développement de nos collaborateurs et de nos collaboratrices. Donc, c'est vrai que c'est un programme qu'on salue et qui est très pertinent pour l'écosystème. Et justement, Lucie parlait tout à l'heure de startups comme Mistral ou Hugging Face qui vraiment peuvent aujourd'hui servir d'exemple aux entreprises. Or, justement, je voulais vous questionner là-dessus sur la question de rôle modèle. Aujourd'hui, on voit que à peu près 58% des dirigeants considèrent l'IA comme un enjeu de survie à moyen terme. Ça, c'est une étude du Lab BPI France qui vient de sortir. Malgré tout, seulement 32% des PME et des ETI aujourd'hui en France utilisent véritablement l'IA. Donc pour moi, il y a vraiment, je pense, un enjeu de servir d'exemple aux entreprises. Je m'adresse avant tout à tous les deux qui travaillez pour des startups. En quoi vos entreprises peuvent justement faire rayonner l'IA aujourd'hui et servir d'exemple et encourager plus de dirigeants à intégrer l'IA à leurs solutions? Je pense que on revient sur le point qu'évoquait Lucie tout à l'heure, qui est un sujet peut-être d'évangélisation et d'adoption, même dans la vie privée, de certains outils d'IA. Et c'est vrai que
dont on se rend compte chez Kiro aussi, c'est que on peut utiliser de l'IA sans forcément s'en rendre compte. Et donc ça permet aussi de l'intégrer à des usages du quotidien. Je pense que la vertu d'une IA comme Kiro, qui est je reprends en main, je deviens acteur de ma santé, je trouve le bon médecin au bon moment, enfin voilà, tous ces éléments-là qui sont de nature à apporter un service aux usagers, aux patients, aux citoyens, vont permettre, à mon avis, de démystifier un peu l'IA et donc de la rendre beaucoup plus accessible à l'ensemble des organisations et des PME, PMI, des dirigeants français. Et après, c'est vrai que les sociétés, les startups en général ont ce rôle aussi d'incarner cette adoption dans les pratiques de travail au quotidien. Donc, voilà. Et vous, Laurent, avec Lighton, est-ce que vous allez voir d'autres entreprises? Comment ça se passe justement? Oui. En fait, je dirais qu'il y a quelque chose avec cette IA générative qui est, c'est que c'est faussement facile. En fait, souvent, les gens, tout le monde a essayé, ChatGPT fait des petits trucs, etc., fait la dissertation pour son neveu. Par contre, après, pour un usage professionnel, on a pas mal de... Quand on va dans des entreprises, il y a pas mal de gens qui nous disent ouais, ben, on a tous Copilot, mais finalement, c'est pas génial, etc. Mais c'est parce que c'est pas si simple que ça à bien utiliser. Et c'est vrai que nous, à Lighton, on est avant tout éditeur de software. Hein, on fait des produits, cette plateforme logicielle qu'on appelle Paradigme, qui est notre plateforme d'IA générative, c'est du software. Notre business model, c'est une licence logicielle. Mais on a quand même une part d'accompagnement et qui est importante de conseils pour arriver à effectivement bien définir quelles sont les tâches qu'il faut automatiser, comment on quantifie le ROI sur des tâches particulières. Et ça, ce travail-là, je dirais, d'accompagnement et puis aussi d'évangélisation pour aller s'appuyer sur un cas particulier et puis pouvoir le transférer à un autre cas, c'est une partie importante de notre travail. Tout à fait. Et je me retourne vers Lucie. La French Tech est évidemment là pour promouvoir cet écosystème. Qu'est-ce que la French Tech met en œuvre justement pour valoriser les entreprises qu'elle accompagne? Et aujourd'hui, quel message vous aimeriez faire passer aux jeunes pousses qui s'aventurent dans le champ de l'IA? Déjà, je leur dis bravo de se lancer parce qu'on a besoin d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui se lancent sur ce secteur dans l'IA. Je leur conseille de se rapprocher des capitales French Tech, de notre réseau. Je pense que c'est vraiment essentiel quand on entreprend de se connecter, de ne pas être seul. On parle beaucoup de la solitude de l'entrepreneur. Ne pas faire les erreurs que les autres ont déjà fait et ça permet de les éviter. Allez voir BPI pour avoir des financements. Je pense que... Et puis surtout, c'est ce que disait Inès, c'est très juste, c'est by design, pensée internationale. La bonne échelle de votre marché, ça sera l'Europe, ça ne sera pas seulement Paris 8. Et donc, voilà, je pense qu'il faut être ambitieux dès le début parce qu'après, pivoter, ça arrivera forcément, mais ça fait perdre du temps et de l'énergie. Donc ça, je pense que c'est la première chose. Et aussi, une deuxième chose, intégrer l'IA aussi by design pour se dire comment est-ce que, en fait, j'intègre les bénéfices de l'intelligence artificielle dans mon produit pour que ça ne soit pas justement de l'adaptation, de l'accompagnement et que je puisse bénéficier peut-être dès le début de ce gain de compétitivité. Mais je pense qu'au début, c'est vraiment une question de bien se connecter à son écosystème. Alors, il nous reste que quelques petites minutes. Du coup, je vais me retourner vers Inès et Laurent. On voit aujourd'hui que l'IA est une technologie qui évolue extrêmement vite. Et on se dit que ce qu'on se dit aujourd'hui, là, finalement, peut-être que demain, ça ne sera plus du tout valable. Comment est-ce qu'on fait quand on est une jeune pousse, une start-up, comment on fait pour rester à jour sur ces sujets-là, pour ne pas perdre le fil, entre guillemets? C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on se prend en main, on fait de la veille, on reste curieux, on va voir ce qui se passe ailleurs, on observe, on apprend, comme disait Lucie aussi, les uns des autres dans l'écosystème. Moi, c'est vrai que j'échange beaucoup avec mes pairs pour apprendre d'eux et d'elles comment ils font, quels outils ils utilisent, etc. Donc je pense que c'est vraiment... voilà, ça revient à la volonté et la curiosité. Effectivement, nous, à Lighton, à la base, on est chercheurs et du coup, on a vraiment cette curiosité de faire la veille techno et je pense que ça, c'est une des choses qu'on fait vraiment bien, c'est la veille techno en interne. Il
il y a beaucoup de discussions sur les dernières nouveautés, tout ce qui sort, etc. Après, voilà, dans ce qui sort, il y a aussi beaucoup de bruit. Donc, il faut filtrer tout le bruit et regarder sur les grandes tendances. Pour la petite anecdote, moi, j'ai publié une BD il y a 1 an et demi sur l'intelligence artificielle générative. Et je l'ai regardé, je l'ai refeuilleté il y a quelques jours en me disant, tiens, si je devais les réécrire maintenant, est-ce que je changerais des choses? Et finalement, ouais, il y a des petits détails que j'aurais changés, mais en 1 an et demi, finalement, il n'y a pas tant de choses que ça qui ont changé. Donc, ouais, la veille est importante, mais je dirais les grands enjeux qu'il y a sur les enjeux économiques, les enjeux éthiques, et les enjeux de société, etc., c'est des choses qui existaient déjà il y a 1 an et demi et qui vont continuer encore sur un certain temps. Il y a certaines choses qu'on pouvait pas forcément prévoir, mais sur le plan des valeurs, en tout cas, ça c'est voilà, on est assez stable. Ouais. Bah merci. Peut-être que vous avez un dernier message à faire passer, Lucie, avant de clore cette table ronde. Un message à faire passer, oui, aux gens sur Vivatech, par exemple. Soyez curieux, intéressez-vous à toutes les startups, innovez et voilà, achetez les meilleures solutions et très souvent elles sont françaises, voilà. Merci. Un dernier conseil? Prenez en main votre santé. Ouais. Je pense qu'on est bon. On est bon. En tout cas, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cette première table ronde consacrée à l'impact de l'intelligence artificielle sur l'économie des startups. En direct de Vivatech. Merci beaucoup, merci à tous. Et puis on se retrouve dans quelques petites minutes pour un face-à-face inspirant sur l'intelligence artificielle. Merci. Merci.